Salut les gens, épisode long, je suis désolé. C'est-à-dire que c'est un sujet plutôt sensible et il ne paraissait pas évident de l'aborder en juste quelques minutes et puis le s'aborder quoi. Donc prenez le temps de voir cet épisode, peut-être en plusieurs fois, pourquoi pas. Alors ça démarre doucement, je fais quelques digressions sur le reménage, le nourrissement et tout ça, mais c'est pour conforter mon propos en fait. Surtout sur le systématique et le non systématique. Voilà, j'aurais pu faire 2 épisodes, mais ça n'aurait eu aucune allure, hein. Donc voilà, regardez-le, je vous dis, ça part crescendo, mais ça monte en puissance. Et puis la fin est épique, quoi. Et tout possesseur de ruches, tout, tout désireux d'avoir des ruches, regardez cet épisode. Merci à vous les gens, bon visionnage. Ciao. So I'm handing back another broken ring. Can't unhear the screams. Yeah, you'll be the death of me. Swear to God, I got through so many of these things. All this wasted bling, all these broken rings. Yeah, all these broken rings. Yeah, my life thrown across the floor. Horrible doors. It's no fun no more. I couldn't keep my head above ground. The sounds that came from you. I just hope you find someone who treats you like I used to do. I just hope you find someone who loves you like I know you knew. I did, I did, I did, I did, I did. So I'm handing back another broken ring. Can't unhear the screams. Yeah, you'll be the death of me. Swear to God, I've gone through so many. Salut, 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 salut. Hello. Salut les abonnés. Ouais, salut. Bon, salut les gens, comment ça va? Salut les gens. Bon, salut les gens. Ouais, c'est le bordel partout, ouais. Ouais, coucou. Coucou. Bonjour. Bonjour. Salut les gens. Ouais. Il est difficile cet épisode. Il est difficile cet épisode. Je vais vous parler de choses importantes. Effectivement, j'ai pas le temps, mais bon, ça vous l'avez compris. On s'en fout. Non, il va falloir parler de... Alors moi, je suis en train de faire des essaims, là. Je reçois des rennes fécondées aujourd'hui encore, là, et je les mets dans les essaims, voilà. Ou le reménage d'une colonie, c'est-à-dire que je change la reine parce que elle est âgée, ou il y a un souci de ponte lié à sa fécondation. Effectivement, ce sujet du reménage, aussi le nourrissement, nourrir ses abeilles et les varrois, voilà 3 sujets qui m'importent et dont je voudrais vous parler à tête reposée, façon de parler. Alors j'ai pas retrouvé l'article dans les vieux bouquins là qui sont devant moi. À partir du moment où on s'est rendu compte très rapidement, dès qu'on a eu les cadres mobiles qui ont permis de visiter les ruches, simplement, d'avoir un suivi et de comprendre ce qui se passe. Donc on s'est vite aperçu quand même que les rennes avaient une meilleure qualité de ponte les 2-3 premières années de leur vie. Donc voilà, moi dans mon métier, puisqu'il s'agit dans la finalité de produire du miel, je peux pas forcément garder des rennes 4-5 ans. Ça m'arrive. Je fais pas de systématique de dire parce qu'elle a 1 an, ou parce qu'elle a 2 ans, ou parce qu'elle a 3 ans, je la change systématiquement. Non.
Je regarde sa ponte, je regarde l'état de la colonie, je regarde... Il m'est arrivé de garder des reines 5 ans, pas de problème. Effectivement, c'est pas la majorité, bien sûr. La majorité, elles ont 2 ans, 3 ans. Et là, je suis obligé de les changer. Souvent aussi, les abeilles elles-mêmes vont grignoter le bout des ailes ou aussi le bout des pattes. Si la reine fait mal son boulot, les abeilles, elles la laissent pas faire, hein. Alors, je pourrais les laisser réélever elles-mêmes une reine. Ça m'arrive quand ça a essaimé ou quoi et qu'elles me refont une reine, ben, je laisse faire. Je vais contrôler si là en ce moment, par exemple, je regarde si cette reine-là, elle convient ou pas. Je vous avouerai que c'est agressif, que ça court partout. Quand on soulève le cadre et les abeilles courent en fond de ruche là ou en bas de cadre. Moi, je la garde pas. Je peux pas travailler avec ce genre d'abeilles, quoi. C'est pas possible. Mais ça, j'y reviendrai. Hein. On en reparlera de tout ça. Sur le nourrissement, nourrir ses abeilles. Là non plus, je fais pas de systématique à dire je vais amener 10 kilos à chaque ruche ou quoi. Je m'adapte à chaque colonie, je regarde ses besoins et voilà. De toute façon, je les ouvre les ruches. Donc voilà, je note, même en ce moment, je note ce qu'il y a dedans au niveau de la nourriture. Savoir si dans un mois, je vais compléter beaucoup, un peu ou pas du tout. Je reçois des messages assez virulents parfois qui me font comprendre qu'il y a des erreurs. Quand je reçois ce genre de message, marre de ces OFA, OFA, donc ça veut dire origine frère Adam, qu'il faut maintenir sous perfusion, machin. C'est quand même méconnaître assez largement l'histoire de l'apiculture. Je vous prouve le truc là avec ces 2-3 articles que j'ai retrouvés. Tenez, voilà un article conseil aux débutants en juin. Là, au niveau de l'année, on est le 31 mai 98, 1898, oui, voilà. Et le conseil, il nous parle déjà de nourriture. Alors je suppose qu'il y a même des articles plus vieux. Voilà, c'est le premier que j'ai retrouvé. Regardez le proverbe là, ruche lourde en mai et vide en août. Prenez le temps de le lire, mettez pause. J'essaie de pas bouger, voilà, tac. J'ai la même chose ici. Là, on est en juillet 1901. Conseil du débutant en août. Mettez pause, prenez le temps de lire ça. Vous allez voir. Ah, il y a la suite ici, oui. Voilà. Ah, et puis, regardez, nourrissement des abeilles. Donc là, on est... Vous connaissez ce bouquin, peut-être? Michel, tu l'as, celui-là? Donc c'est Henri Hamé, hop, voilà, Henri Hamé, 1815-1889, qui a écrit ça, et qui écrit sur le nourrissement des abeilles. Donc à ces périodes-là, on va pas parler d'origine frère Adam, hein. Il n'était pas né le frère Adam, il est né en 1898 justement. Même le premier article, même en 1901, quand je vous montre l'article de 1901, le frère Adam il a 3 ans. Donc le fait de nourrir les abeilles, c'est pas lié au Buckfast. C'est lié au fait que chaque colonie est différente et que les saisons sont différentes. Évidemment, une année comme celle-ci, pour moi, où j'ai bien marché, j'ai fait pas mal de miel, je vais très peu nourrir, mais c'est sûr. Je vois bien que les colonies sont blindées. Par contre, déjà là, en ce moment, à mi-juillet, j'en ai 1% qui a faim, qui n'a pas de réserve. Il faut les trouver, il faut les voir, il faut les nourrir, évidemment. Les laisser crever de faim, c'est quand même honteux, quoi. À propos de la diversité génétique, tenez, je vous montre aussi cet article-là. Tribulation d'un apiculteur en Cochinchine. Non mais oui, mais on en est là, quoi. 1898. C'est assez génial de voir avec quel enthousiasme il voulait amener des abeilles Apis mellifera en Asie et réciproquement. Évidemment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, les gars, à cette époque-là. Moi, je vous dis qu'on ne peut pas forcément leur jeter la pierre. Ça a été fait, les gens. Ça fait 1 siècle et demi, voire plus, que tout ça a bougé au niveau des abeilles et tout ça. Et tous les journaux que j'ai, là, qui datent d'avant la naissance du frère Adam, hein, et tout ça, dans tous, là, il y a des publicités pour acheter de la caucasienne, acheter de l'italienne et tout ça, quoi. Je veux dire, quand on m'envoie des messages, dire « Ah, les Buckfast, machin, c'est vraiment de la merde, et il faut les tenir sous perfusion et tout. » Vous vous rendez compte que ça fait 200 ans qu'ils s'échangent des reines? Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, tout ça, mais c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui s'est passé. C'est notre passé commun d'apiculteurs à tous.
Et on peut pas l'effacer d'un tweet ou d'une pensée en disant voilà, il faut pas les nourrir, ou c'est une aberration de les nourrir, ou quoi. C'est ne pas s'adapter à chaque colonie et à chaque saison qui est différente. Voilà. Et on va me reprocher de faire du systématisme, mais avoir ce système de pensée-là, c'est du systématisme. C'est ce qu'il faut condamner. Voilà. Tel est mon point de vue. Vous n'êtes pas content, mettez un pouce rouge, je m'en fiche. Là, je vais vous parler des Varrois. Et c'est le même problème à propos du nourrissement, de la génétique et tout ça. C'est même pire pour moi. Parce que c'est le pire fléau qu'Apis mellifera ait connu. Connaît, c'est au présent. Et pourquoi le pire, même devant les pesticides, hein, mais c'est vrai, moi je pense, parce qu'il est pratiquement invisible ce fléau. Et qu'on n'en prend pas ou peu conscience, je ne sais pas pourquoi. Le fait que l'abeille ait une belle image, elle va dans les fleurs, elle produit du miel, ça nous incite à ne pas traiter. Et je parle même pas de chimie. Ça nous incite à dire, non, elles sont en bonne santé, pas de souci. Mais je tire un signal d'alarme énorme encore là-dessus. Même dans le village, là, j'ai des gens qui ont des ruches qui traitent pas, mais ils pensent qu'ils ont pas de varroa, quoi. Alors il y a plusieurs, c'est vrai, il y a plusieurs choses à dire. Il y a ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de varroa, qui traitent pas. À ceux-là, je vous dis que c'est un crime, et qu'un jour il y aura la police des abeilles qui viendra sonner à votre porte pour aller vous mettre en prison. Véritablement. Laissez-moi aller au fond de ma pensée avant de fermer la fenêtre ou de mettre un pouce rouge. Voilà, avec ces échanges qu'il y a eu avec les abeilles, quoi, depuis trop longtemps, ça a amené des tas de soucis, comme le varroa. Ceux qui me disent qu'ils n'ont pas de varroa, c'est ignorer l'histoire de l'apiculture, c'est ignorer ce qu'il y a, ignorer ce qu'il y a dans leur ruche, quoi. Mais c'est gravissime. Et c'est pour ça que c'est peut-être le pire des fléaux, parce qu'il est pratiquement invisible. Et donc ça incite des gens à croire que leurs abeilles sont en pleine santé. C'est gravissime parce que vous contaminez les autres Apis mellifera du coin. Mais vraiment, hein, pourquoi ou comment le varroa s'est répandu toutes ces années, quoi. Mais c'est comme ça. En combien de temps vous pensez que la colonie, elle meurt de varroa? Est-ce que vous le savez, ça? En 2 jours? En 20 jours? En 200 jours? Est-ce que vous le savez? Une colonie non traitée va s'écrouler de varroa en 3 ans environ. Alors oui, il y a des recherches sur des abeilles résistantes au varroa. Et c'est fait de façon quand même, j'ai envie de dire scientifique, mais on n'est même pas obligé d'employer ce mot-là. C'est fait de façon raisonnée, raisonnable. Et en cas d'insuccès, des solutions qui sont faites pour ne pas condamner les colonies d'abeilles. Et en cas de succès, des partages pour dire j'ai des souches VSH. Donc une espèce de contrôle et une suite logique. Si ça marche, on en fait bénéficier les autres. Quand j'entends j'ai des ruches, je ne les traite pas parce que bon, si j'ai pas de varroa, là moi je vous dis ça c'est extrêmement grave. Ou l'autre version c'est de dire j'ai des varrois mais je laisse faire la nature. C'est peut-être même encore plus grave parce que là vous êtes conscient du problème. Et les laisser faire comme ça c'est quand même gravissime. Regardez, je vous montre un petit truc au tableau, j'espère pour essayer de faire comprendre ça. Allez, en gros, les hyménoptères, c'est quoi, 60 millions d'années? Hein, c'est à peu près ça. Je n'ai pas vérifié, je dis ça de tête. C'est pas la précision des dates, c'est l'échelle de temps. En l'occurrence, la voilà, notre échelle de temps. Là, on est en 2017. Ok? 60 millions d'années, 2017. Les traces d'apiculture, c'est-à-dire des hommes avec les abeilles, c'est quoi? C'est 8-10 000 ans, hein, environ. Donc, à l'échelle, ce serait par là, on est bien d'accord. Hein. Bon, j'agrandis un peu pour qu'on puisse y voir quelque chose. Allez, on s'en fout, 8 000 ans. Ok? La compréhension des colonies d'abeilles avec les cadres mobiles, ça a apporté du mal, mais ça a aussi apporté du bien. Il ne faut pas être extrémiste de dire les cadres mobiles ont apporté le mal chez les abeilles. Le fait d'avoir ouvert les ruches a apporté la destruction. C'est carrément extrême. À l'inverse, comme les combats qu'il y avait 150 ans, les combats, façon de parler, mais les gars au moins ils se respectaient, ils vous voyaient, ils s'insultaient au passé simple, voilà, c'était, faut lire les vieux articles, c'était bien, mais c'était la guerre entre les fixistes et les mobilistes. Ceux qui prenaient les cadres fixes, ouais, il n'y avait pas de cadre, c'était des ruches à paille, des choses comme ça, et ceux qui prenaient le mobilisme avec les cadres mobiles, où justement on a pu comprendre un petit peu ce qui se passait un peu plus dans les colonies, le nombre de jours pour faire une abeille ou une reine, ou des choses comme ça, quoi.
il y a du bon et du pas bon partout. Il y a la médaille et son revers dans tous les cas, dans toutes les situations. Donc il faut pas être extrémiste de me dire les Buckfast, faut les nourrir et les cadres mobiles, c'est pas bien. Je pense qu'il faut, on est en 2017, quoi, on a la sagesse et l'intelligence de passer ça, quoi. Donc, si je reprends ma petite démonstration, là, et puis les cadres mobiles, enfin la possibilité d'ouvrir des ruches régulièrement et d'avoir un suivi, il y a quoi, il y a 200 ans, quoi, environ, hein. Peu importe, je vous dis, c'est pas encore les dates précisément qui importent, c'est l'échelle de temps qui compte. Et là, justement, on est dans les années 80, je crois que c'est 83, c'est ça? Vous me confirmerez. Et c'est quoi? C'est le varroa. Donc je vous rappelle, le varroa qui est arrivé de Apis cerana, l'abeille asiatique, sur laquelle il vit, et ils ont coévolué ensemble depuis ces millions d'années, hein. Voilà. Et nous, par nos échanges, c'est malheureux, mais nos ancêtres ont fait ça, et voilà, nous on est en 2017, on vit avec ça. Il ne faut pas le renier catégoriquement de dire je n'ai pas de varroa ou je laisse faire la nature. Et donc, avec les échanges d'abeilles et de reines et tout ça, il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Là encore, il ne faut pas être catégorique de dire ça a été une catastrophe et tout. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Et de toute façon, dans tous les corps de métier, que ce soit sur les abeilles, les vaches ou tout l'agriculture, même tout, il y a toujours eu de la sélection, de la diversité. Je dis pas que c'est bien, au contraire, on a vu que ça avait amené plein de choses, plein de maladies, ça avait bouleversé notre climat, ça avait tout bouleversé. Le constat est de dire, on vit avec ça maintenant, voilà. Est-ce qu'on ferme les yeux, on fait l'autruche et on ignore ? Ce qui n'est pas, à mon avis, la bonne solution, ou est-ce qu'on comprend le problème et on essaye de s'activer pour améliorer les choses? Bien sûr que je suis pas exempt de tout reproche, évidemment que j'ai énormément de choses à faire, oui, je travaille avec de la buck et peut-être que je devrais travailler avec de la noire, c'est pas ça que je dis, je m'interroge sur tout ça. Mais quand j'entends, moi je n'ai pas de varroa ou moi je traite pas, c'est donc ignorer cette évolution, c'est donc ignorer que ça représente 30 ans, et de dire je laisse la nature faire comme elle a toujours fait, Apis mellifera va s'arranger avec varroa et coévoluer pour trouver une solution elle-même, c'est-à-dire laisser faire la nature, quoi. C'est mettre en balance 30 ans contre 60 millions d'années. C'est mettre en balance 30 ans contre 60 millions d'années, mais c'est une aberration totale. C'est une aberration totale. C'est ne pas aider Apis mellifera. C'est la condamner de dire je n'ai pas de varroa ou je ne traite pas. C'est une catastrophe. Voilà, on ne peut vraiment pas comparer cette échelle de temps-là. Ça va faire 40 même. Hein. Non mais voilà, on ne peut pas comparer cette échelle de temps-là avec cette échelle de temps-là. Mais vraiment, quoi, c'est une erreur monumentale. Ça condamne Apis mellifera en 40 ans à évoluer, à lutter contre le varroa, ce qui a été fait par Apis cerana en des millions d'années. C'est pas possible d'avoir cette logique-là. Je sais pas trop pourquoi, et c'est vrai, hein, faut pas se cacher ou faire l'autruche maintenant, ça suffit, quoi. On est en 2017, les abeilles meurent, quoi. Voilà. On peut pas dire d'un côté, j'ai de la biodiversité, je prends une ruche et je laisse faire la nature. Et ignorer ça, quoi. Mais pour ça, c'est le problème majeur d'Apis mellifera. Tout confondu. Mellifera, mellifera, mellifera ligustica, mellifera caucasica, mellifera buckfast. Et tout. C'est tout Apis mellifera, la famille qui est condamnée, quoi, par ce genre d'attitude. On ne peut pas ignorer ça, quoi. J'ai encore des témoignages là, je vois des ruches dans le village qui sont pas traitées, quoi. Donc moi, ben, ça m'amène toujours des varrois et donc ben, je suis obligé de traiter. Je suis obligé de traiter. Mais je suis obligé de traiter, quoi. Voilà. Parce que là, il y a des abeilles qui sont pas traitées. Ça communique tout ça, hein, mais c'est la vérité, quoi. J'ai même aussi le témoignage d'apiculteurs qui disent les varrois, c'est une invention du gouvernement pour faire raquer les apiculteurs, quoi. Non, mais c'est du genre conspirationniste, mais c'est une connerie monumentale, quoi. Et c'est la même personne qui va me dire il faut sauver les abeilles, quoi.
Ah, tu comprends que tu es en train de les détruire, là? Maintenant, sur le traitement, je reconnais qu'il ne faut pas forcément faire du systématique, déjà, primo, et pas forcément de la chimie. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, il faut mettre aussi en relation les échelles. On parlait de l'échelle de temps. Si je ne fais pas de systématique, moi sur mes ruches, donc c'est environ 500 colonies, ça veut dire qu'il faut que je compte les varrois sur 500 colonies. Donc effectivement j'ai un problème de temps, enfin d'échelle par rapport au nombre de colonies. Alors là vous pouvez me rétorquer, mais t'as trop de colonies. Je suis assez d'accord. Maintenant c'était un choix aussi de dire je vais vendre le miel en vrac, en fût de 300 kg à des négociants qui vont eux le vendre en grande surface, en pot ou quoi, sur les marchés. Parce que c'est aussi un métier de vendre son miel en pot. Et donc c'était des choix si vous voulez quoi. Ce qui sous-entend que c'est le nombre. Il fallait que je pallie un prix plus faible, un prix de vente plus faible de mon kilo de miel par plus de miel, donc plus de colonies. Voilà, j'en suis encore là, hein, évidemment. Si on avait tous 10 ou 15 ruches pour faire notre miel et tous un jardin, effectivement, mon métier n'existerait plus. Mais c'est pas le cas. Et je suppose que certains d'entre vous qui n'ont pas de ruches sont bien contents de pouvoir acheter du miel à des gars comme moi. Voilà, ou des gars qui mettent en pot. Peu importe ce que c'est. Est-ce que leur métier c'est de faire que du pot ou de faire que du miel? Voilà, moi j'ai pas voulu mélanger les deux. Alors là je reconnais que je reviens un peu sur cette position, mais à l'origine je ne voulais pas mélanger les deux, je voulais m'intéresser qu'aux abeilles. Moi ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir les ruches. C'est d'aller voir ce qui se passe dedans et tout ça. Produire du miel, l'extraire, le mettre en pot, le vendre sur un marché, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, j'ai fait ça des années, ça m'intéresse pas. Voilà quoi, c'est pour ça que l'échelle avec 400 ou 500 colonies, effectivement, elle paraît démesurée, mais en même temps, moi je voudrais bien vivre avec 50 ou 100 colonies, hein. Mais ça voudrait dire que le kilo de miel, il est à 50 € ou 100 €. Et ça, personne n'est prêt à le payer à ce prix-là, évidemment. Alors après, vous pouvez me dire, bah, t'as qu'à vivre avec 100 ruches qui vont te produire 10 kilos, ça fait une tonne de miel que tu vends, allez, 15 €, hein, ça fait 15 000 € par an. Bon, bah avec 15 000 € par an, j'ai un salaire, et il reste un petit peu pour payer quoi? La TVA? Non mais voilà, donc tout ça est à l'échelle, et il ne faut pas non plus être extrémiste. Je me pose vachement de questions évidemment, mais j'essaye aussi de comprendre le système dans lequel on vit, qui fait qu'on condamne Apis mellifera d'ailleurs, et voilà quoi. C'est juste de la réflexion tout ça. Encore une fois, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis qu'on est en 2017, voilà, c'est comme ça, c'est voilà, la situation est comme ça. Moi, voilà, j'ai monté cette boîte, j'ai voulu devenir apiculteur. Honnêtement, je n'avais pas conscience de tout ça quand j'ai passé le diplôme et que je me suis installé, quoi. Mais oui. Bref. Aujourd'hui, je vois bien les difficultés qu'il y a de traitement sur le varroa et tout ça. Donc pour en revenir sur le traitement, le systématique ou non, je suis contre le systématique. En même temps, je suis dans un système qui fait que je suis obligé de faire du systématique. Mais oui, aller compter les varroas plusieurs fois par an sur des centaines de colonies, c'est pas possible. C'est pas possible. À propos du traitement, effectivement, il y a deux écoles. Il y a la chimie et le bio. En gros, c'est ça l'idée. Il y a du pour et du contre partout. La chimie, on la connaît, il y a ça. Il y a ça. C'est la même chose, mais marqué apitraz au lieu d'apivare. Les languettes sont plus longues, je pourrais vous en reparler. En bio, il y a ça. Apibioxal. Ça aussi. Timovar. Tout ça, ce sont des médicaments qui ont une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Pensez que c'est une conspiration pour nous faire raquer, oui, ben, voilà quoi, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat. Je n'ai pas d'indication à vous dire quel est le meilleur médicament, quel est le moins bon. Effectivement, on a tous envie de préserver nos abeilles. Moi je dis qu'en priorité pour les préserver, il faut qu'elles soient en bonne santé. Voilà, pour être en bonne santé, il faut qu'il n'y ait pas de varroa. Voilà, c'est tout. Chimie, pas chimie, j'ai travaillé dans le bio des années, je vous dis, j'ai pas d'avis. Il y a des tests d'efficacité qui sont faits sur chacun de ces médicaments tous les ans. Googlez ça sur le net, test d'efficacité, médicaments varroa, vous allez trouver des données. Bien sûr, après, il faut le temps de les comprendre, de les analyser, de choisir quelle est la meilleure. A priori, ce qui paraît être le mieux, c'est d'alterner tout ça.
d'alterner les molécules, de ne pas s'enferrer dans une, sinon on va provoquer de la résistance sur varroa. Mais ce qui compte, surtout, c'est le diagnostic de la ruche, c'est-à-dire compter les varroas. Est-ce qu'on a besoin de traiter ou pas? Et c'est ça vraiment qui compte. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Il existe plusieurs possibilités pour ça. Je me mets dehors tellement il n'y a pas de lumière. Regardez un peu le temps qu'il fait, quoi, c'est tout pris. Voilà. Donc on a le plancher de la ruche, vous le reconnaissez, comme ça, sous lequel on peut glisser une plaque d'Aquilux. Et on va mettre un quadrillage pour pouvoir compter les varrois qui vont tomber de chute naturelle là-dessous. Ça va se glisser là-dessous, hop, voilà, comme ça. Bien sûr, avec une seule main, je galère. Voilà. Voilà, ça c'est un bon procédé, c'est compter chute naturelle. Alors, c'est toujours pareil. Il va falloir compter avant traitement, savoir si la ruche est infestée et traiter en fonction. Et compter après traitement pour savoir si le traitement justement a été efficace. On est bien d'accord. Hein. Mais il faut vraiment le faire, quoi. Vraiment. Alors, je me suis procuré aussi des moyens de comptage qui viennent de sortir. Donc celui-là, vous le connaissez. Moi, il ne m'intéresse pas. Parce que, alors malheureusement, c'est le plus fiable. Mais là, il y a la destruction des abeilles en utilisant ça. On va tuer 200, 300 abeilles. Et ça peut poser problème, et moi ça me pose problème, voilà. Bien que je comprenne qu'il faille sacrifier une partie de sa colonie pour sauver la totalité de celle-ci, il y a bien que c'est parce que c'est des abeilles qu'on peut faire ça. Je veux dire, le gars qui doit tuer un veau pour contrôler son cheptel de vache, il ne le fera pas. Bon, bah, alors la comparaison est un peu grossière, je suis d'accord. Mais il faut bien comprendre, les fabricants, là, il faut bien comprendre qu'on va... Voilà, il y a une partie de la population qui n'acceptera pas, une majorité, et moi y compris, de tuer des abeilles pour voir la taux d'infestation varroa. Notamment en sortie d'hiver, où là on a peu d'abeilles dans les ruches, chacune compte, vraiment. Donc si en plus il faut s'en séparer de 5% pour faire un test, non, je suis pas d'accord. Je me suis procuré ça. Certains connaissent ou pas. Je vais l'essayer. Donc c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est le même principe que... Alors là on utilise du glycol, c'est-à-dire du lave-glace, quoi. Par exemple, le liquide bleu, là. Donc on met les abeilles, on met du glycol, on tue tout le monde. Et les varrois vont tomber à travers la petite grille, là, ce qui fait qu'on va pouvoir les compter et se rendre compte du taux d'infestation. C'est ça qui compte vraiment, c'est se rendre compte du taux d'infestation. Le comptage sous le plancher, il reste assez imprécis. Je vous détaille pas tout ça, tout est disponible sur le net. Googlez test varroa, machin, vous allez trouver tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que là, je ne tue pas les abeilles, ça reste assez précis, mais ça vient de sortir et on a assez peu d'indications. C'est ça qui est dommage. C'est que là, je vais mettre les abeilles dans mon petit pot. Je vais les endormir avec un petit peu de CO2. Non mais oui, la totale, quoi. Ce qui va compter, encore une fois, c'est le taux d'infestation. Et le taux d'infestation, ce n'est pas, je vais être très clair, mettre une feuille de papier sous sa ruche 24 heures, et passer, compter les varrois, et de dire, en dessous de 10, je ne traite pas, c'est une aberration. C'est une énorme connerie. C'est une énorme connerie, parce qu'on ne prend pas en compte la taille de la colonie, monsieur Patate. Si vous avez 1000, je dis n'importe quoi, si vous avez 1000 abeilles et qui tombent 10 varrois, c'est énormissime, il y a un énorme problème. Mais oui, mais si vous avez 100 000 abeilles, il en tombe 10 varrois, eh ben ça ne veut plus rien dire. Et effectivement, là, elle n'est pas infestée. Donc on ne peut pas donner un chiffre de varrois tombés par rapport à une colonie dont on ne connaît pas la taille. Je suis désolé. Donc ce qu'il faut faire, c'est le nombre de varrois pour 100 abeilles. Mais oui, mais il faut avoir une base de référence. Et quand on sait combien on a de varrois pour 100 abeilles, alors on décide s'il en tombe 1, s'il en tombe 2, s'il en tombe 3, s'il en tombe 10. On agit en fonction. Voilà. Moi vraiment, je suis intimement persuadé de ça. Donc pour savoir combien j'ai de varrois pour 100 abeilles, j'ai ça, mais je vous dis, c'est destructeur d'abeilles, ça m'intéresse pas. J'ai ça avec le CO2. C'est plutôt pas mal parce que là je les endors et elles se réveillent. Alors je l'ai reçu là, je vais le déballer avec vous et on va essayer quoi.
Voilà, je sais pas du tout si c'est bien, pas bien, si c'est rapide. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir faire plusieurs comptages sur plein de ruches rapidement. Et ce qui compte, le problème aussi, c'est que pour compter ça sur 100 abeilles, eh ben, il va falloir peser. Donc là, par exemple, je viens d'acheter une balance de précision qui va jusqu'à 200 grammes. C'est pas énorme, par contre, elle est précise au 0,01 g. Folie, hein? Je vous montre. Voilà, si je pèse mon crayon là, voilà, 17,15 g. Et ça va me servir à pouvoir peser les abeilles que j'aurais mis là-dedans et de faire un ratio pour arriver à 100 abeilles. À peu près, on est bien d'accord que voilà, hein, ça va être compliqué. Mais enfin là, je vais avoir de la précision quand même avec ça. Alors, on va me rétorquer le coût. Ça, je viens de l'acheter dans un célèbre site internet, là, machin. Il commence à être disponible partout. J'en ai eu pour 50 €. Le bocal, et ça, c'est 40 et quelques, même. Et moi, je récupère la TVA en plus, donc bon, bah, c'est 40 et quelques € hors taxe. Pour les pros, franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça me paraît prometteur. Maintenant, il faut aller plus loin parce que c'est assez récent. Et j'ai du mal à trouver sur le net. Une fois que j'ai fait le test et que j'ai mes varrois, je compte mes varrois, j'en trouve 1, j'en trouve 2, j'en trouve 5. J'ai du mal à trouver ce que je dois faire. C'est ça le problème. Et ça, là, la balance de précision, c'est 20 €. 20 €, c'est pas le bout du monde quand même, quoi. Donc voilà. Je vais faire le test dès que la pluie aura cessé et puis que j'aurai 5 minutes devant moi. Mais pour 70 €, j'ai de quoi tester 12 fois. 12 fois, c'est la recharge de gaz. Elle n'est pas là, mais elle est à côté. La recharge de gaz qui est là, la recharge, elle coûte 1 €. J'ai de quoi tester 12 fois, faire 12 tests. C'est quand même pas mal, s'il est assez précis et tout ça. On va tester, on va regarder ça. Voilà, le message pour dire, c'est qu'on manque de visibilité, de clarté là-dessus. On manque d'outils, on manque de tout. Mais en plus, on a quelques apiculteurs réfractaires qui me disent, moi j'ai pas de varroa ou je ne traite pas, je laisse faire la nature. Je vais les 60 millions d'années là, j'espère qu'en 6 mois la nature aura rattrapé quoi. Hein, faut vraiment qu'on compte nos varrois, qu'on sache où on en est, savoir si on traite ou pas. Et je vous avouerai que la majeure partie du temps on traite. Hein. Là je vois les ruches. Est-ce que vous les voyez les varrois sur vos abeilles? Une naissance ici, on est en train de naître. Là un varroa. Est-ce que vous voyez le petit point rouge qui est là sur le dos? Voilà, ça c'est un varroa. Donc là c'est un varroa phorétique, la phorésie. Hein, vous voyez, il est toujours là. Hein. Vous voyez ce point rouge là? Ok? Voilà. Là je l'ai là. Hein. Alors ça zoome sur mon doigt, alors je mets pas mon doigt. Mais voilà. On a un bel exemple, là pardon ça tremble, je dézoome parce que c'est plus net. Hein. Voilà, mais ça se voit bien quand même. Regardez cette abeille. Voilà, elle est toute petite, elle a pas d'ailes ou des bouts déformés. Donc là c'est directement les résultats de la varroise. Si vous ouvrez votre ruche et que vous voyez ça, c'est même pas la peine de faire un comptage. Non mais réellement les gens. Il faut qu'on se prenne en main là-dessus. Si vous voyez ça dans vos ruches, une seule, hein, pas 10 ou 15 ou 20, hein, une seule, il faut, votre ruche est en danger. Votre colonie d'abeilles est en danger. Alors elle ne va pas mourir demain, hein, c'est ce que je vous disais. Mais il faut vraiment faire quelque chose. D'accord ? Pour ce qui est des témoignages, de voir un essaim d'abeilles dans le clocher d'une église, dans un mur ou dans un tronc d'arbre tous les ans qui revient. Une colonie normale sans traitement, sans essaimage, elle va mourir en à peu près 3 ans. Si on laisse essaimer, effectivement, il y a toute une partie des varrois qui s'en vont. Une partie de ces varrois s'en vont avec l'essaim, effectivement. Ce qui fait que la colonie qui est dans son clocher ou dans son tronc d'arbre, eh ben, elle va gagner peut-être 1 an ou 2.
voire plus, c'est vrai que si elle essaime tous les ans, ou si elle essaime totalement. Je suis d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que les varrois ont disparu. Les varrois, ils sont partis avec les seins que quelqu'un va récupérer ou qui va se mettre ailleurs. Et s'il arrive à passer l'hiver, en admettant qu'il reste sauvage et qu'il aille dans un arbre, s'il arrive à passer l'hiver, il contaminera les autruches de toute façon, quoi. Les varrois ne disparaissent pas comme ça. C'est ça le truc. Bien sûr qu'ils ont une mortalité naturelle, bien sûr qu'ils ont aussi des problèmes de fécondation, non mais c'est vrai, hein. Mais ils se multiplient à vitesse trop grand V. Et on ne peut pas laisser faire, quoi. Et voilà. Et je vous dis, j'invente rien, moi. Voilà. C'est juste un parasite varroa destructor, auparavant nommé varroa jacobsoni, qui infeste une population d'abeilles sur laquelle il n'était pas destiné. Il n'a pas coévolué 60 millions d'années avec. Au contraire, ça fait 30 ans, 40 ans, il se régale. Il se régale, quoi. Et nous, on est cons à côté. On laisse faire, quoi. Et la lutte raisonnée, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, là. Je suis aux âmes maintenant. Non, mais la lutte raisonnée, le piégeage des varrois dans les cadres à mâles, fabrication de nucléis, c'est-à-dire avoir des colonies plus petites aussi, avec des coupures de ponte pour pouvoir juguler la multiplication du varroa. C'est aussi pour ça là que moi je fais des essaims. Les colonies sont énormes, là je fais des essaims, je divise, donc en fait je vais pouvoir voir si le taux d'infestation traité en conséquence sur des colonies plus petites. Je vais mieux cibler mon action. Mais c'est vrai, quoi. Ouais, bah, il pleut pas mal là. Bon, j'ai enregistré mon petit laïus tout à l'heure. Moi, je cherche pas à choquer personne. Je voudrais qu'on prenne tous conscience du problème, on va le dire comme ça, du problème varrois. Parce que c'en est un, quoi. À chaque fois qu'on décide de ne rien faire, c'est pire que d'essayer de faire quelque chose. Et je reconnais qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. On nous a, c'est vrai, toujours dit de traiter systématiquement, on nous le dit encore. C'est parce que il est plus facile de dire de traiter systématiquement et d'avoir une action que de dire il faut compter, il faut faire attention, il faut être derrière ses abeilles, il faut faire gaffe, il faut machin. Ouais. C'est sûr que c'est la solution de facilité. Et quand on a aussi du nombre, on va s'orienter vers la solution de facilité, je suis d'accord. Et je dis pas que c'est la meilleure solution. Non, je dis pas ça. Ouais les gens, je pouvais pas finir l'épisode le plus long et le plus important et le plus chiant du monde sans tester le CO2 là. Ah ouais, je suis trop curieux moi. Je veux savoir, quoi. Donc allez hop les gens, d'abord transvasement. Parce que le plancher est foutu là. J'espère qu'il est assez tôt ce matin, le soleil est à peine même pas levé. J'espère qu'elles vont être cool. Écarte celle-là. Hop, punaise, elle fait son poids. Hop. Comme ça je pourrais la transhumer et puis la mettre en place correctement. Salut les filles. Ça va? Donc j'avais déjà pris un essaim. Hein. J'ai pas changé la reine. Attention. Carte de provision. Voilà. Elle est quand même sacrément blindée. Là la reine, elle est là. Ok, je vais la mettre dans la nouvelle ruche. Donc, là. Voilà. Là je vais chercher un cadre de couvain qui va être operculé. Parce qu'on sait que les varrois se mettent dans les alvéoles. Putain, mais elle est blindée en fait, elle a plus de place. On sait que les varrois se mettent dans les alvéoles pour se reproduire juste avant l'operculation.
Il faudrait un cadre à peine plus âgé. Elle est limite en place, hein, il y a beaucoup de miel, vous voyez. Ça, c'est des ruches que je ne vais pas nourrir. Voilà, par exemple. Ça, c'est pas mal, c'est en train d'être operculé là. Je vais laisser comme ça là pour l'instant, c'est pas gênant. Il fait pas froid, ça va quoi. Alors. Bon, allons-y. J'avoue que je suis un peu fébrile. Parce que déjà on va anesthésier les abeilles, on fait pas ça tous les jours quoi. Hein, et puis le résultat. Moi ce qui m'intéresse c'est le résultat. Et je vous avoue que j'ai déjà recherché bien sûr. Mais je trouve que c'est assez abscon. C'est pas clair quoi. Suivant le nombre qu'on en trouve, on sait pas trop quoi faire. Et puis c'est pas clair quoi. Bon, on va déjà essayer de voir si c'est pratique et voir combien de temps je mets. On va pas me péter à la gueule. Ok, c'est fait. Je sais pas, j'ai rien senti. Vas-y, donc si je peux pas la fermer, c'est ici, voilà, ok. Mon Dieu, et ça envoie, hein. Bon, on va essayer, hein, allez. De toute façon, il faut essayer, quoi. Ça peut être un truc pratique pour que tout le monde puisse compter quand même ces varrois, hein. Donc, la reine est là, je le sais. Donc voilà, on a écarté la reine. Ensuite, je vais prendre un cadre qui va être operculé. Alors, il y a plusieurs versions. Mettre des abeilles dans un toit, secouer comme ça, et après, depuis le toit, les mettre là-dedans. J'ai vu aussi qu'il y avait ça comme méthode, je vais essayer. Voilà, elle tombe dedans. Pas mal ça. Je les arrache un peu, non, ça va. Un peu plus. Merde, j'ai pas fait la tare du pot. Là, faut que je fasse la tare. Merde, c'est très con ce que je viens de faire. Mais je la ferai après, ok? Je vais noter et je ferai la tare après. Parce que là, j'ai mon lot d'abeilles, c'est con quoi. Hop, je ferme. Ok? Et putain, ça me fait bizarre, hein. Je vous dis pas, j'allais dire je vais les gazer. Ça me fait vachement bizarre quoi. Donc ils disent 5 secondes. C'est assez violent, hein, putain. On n'a pas d'autre choix là, vraiment. Bon allez. Je suppose que ça suffit, oui. Ça les endort ou pas là? Ouais, ça les endort. Hein. Punaise. Faut attendre 10 secondes, ils disent. Ok, c'est fait, hein. C'est fou, hein. Moi ça me fait halluciner quoi. Il y en a une que j'ai esquintée, je vois. C'est marrant, elles sortent la langue. Je pose mon CO2 et là ils disent il faut secouer pour faire décrocher les varrois. Et ensuite on va compter les varrois qui sont là et aussi au-dessus parce qu'apparemment, je sais pas, ils se mettent au-dessus. Allez, c'est parce qu'on secoue. Ah, il faut que je pèse la balance et je noterai mon poids après. Il faudrait que je me mette à plat. Combien de temps elle reste endormie? Ils nous ont pas dit ça. Hop, je fais comme ça vite fait. C'est pour que vous voyez, hein. Je fais ça. Je ferai la tare après parce que j'ai oublié de la faire, hein. Voilà, m'en voulez pas. Tac, ok, 0. Ça, je le tare parce qu'il me faut un petit surélévateur là. Oui, tard, voilà, ok. Ah, c'est pas droit, il faut que je fasse gaffe. Voilà, je suis à 0. Ah putain! Je suis au-dessus des 200 grammes. Bah ouais. Et si je fais ça? Ah bah ouais, mais bon, putain, c'est nul à chier quoi. Bon, bah voilà, c'est la merde quoi, c'est nul à chier. Bah, la balance va jusqu'à 200 grammes et je suis à 205 grammes peut-être. Bon, je fais chier. Alors ils disent de faire ça. Je sais pas le poids, c'est nul. Puisque le poids il va nous servir à ramener à 100 abeilles. Oh putain. Bah ça marche en tout cas.
Donc faut que je trouve une balance adéquate, quoi, voilà. Donc ils disent de secouer énergiquement là, pendant 10 secondes. Faire tomber les varrois. Voilà. On va compter. Oh putain. Ouais, je vous montre, hein. Franchement c'est hallucinant les gens. Vous êtes là? Allez, boum. Vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 30, 31, 32, 33. Je crois qu'il y en a 33. Regardez là. Oh, non mais c'est fou quoi. 34, 35, 36, 37, 58, 59, 60, 61, 62. Putain mais je suis déjà à 62 là. 62% de varrois. Mais enfin un peu plus parce que là j'ai donc... là il y en a un autre ici. 63. Est-ce que je veux vérifier? Moi c'est que les abeilles se réveillent. On va voir, justement. Parce que voilà, j'ai pas envie de les détruire. On va voir. Putain, je suis vert, je viens de voir que la caméra avait coupé. Donc bon, on n'a pas vu la fin, mais il y a les 63 varrois là. Les abeilles se réveillent tout doucement, ça met du temps je trouve. Elles sont un peu plus noires que usuellement, on dirait qu'elles sont devenues vieilles ou qu'elles ont pillé, je sais pas si c'est terrible quoi là, voilà, le CO2. Bon, elles sont pas mortes. Voilà. Effectivement, ça peut être un test assez précis, assez rapide. J'ai eu un problème pour peser parce que tout d'un coup j'ai dépassé les 200 grammes avec le pot. Mais ce qui m'intéresse moi c'est de peser que les abeilles. Donc je dois pouvoir peser... Ah, je vois encore des varrois que j'avais pas compté là. Ce qui m'intéresse là c'est de compter les abeilles, de peser les abeilles. Donc je dois pouvoir les peser sans le gobelet là qui est lourd. Enfin il est assez costaud quoi. Voilà, je ne serai pas obligé de racheter une balance. Maintenant qu'on a notre nombre de varrois et le poids, bon ben là je l'ai pas, j'ai pas pesé. Il y a une formule à appliquer pour ramener ça à 100 abeilles. Et en fonction, on traite ou pas. Bon ben là, je vais vous dire, j'ai même pas besoin de faire la formule de peser ou quoi. Je trouve 65 varrois sur environ 200 abeilles. Vous vous rendez compte? C'est la folie quoi. Mais on va quand même parler de la formule vite fait. Allez. Ok les gens. Alors, bilan. Bilan. Effectivement, ça a l'air assez rapide de faire le test CO2. Ok. Je me suis fait avoir par la balance. Ok. Après, quand j'en trouve environ 70 pour... ça, c'est 200 abeilles. Environ. Il n'y a même pas besoin de faire le poids et de se demander si on traite pas. Putain, mais là, c'est infesté, quoi. La colonie est en danger de mort, quoi. C'est fou, hein. Là, ils sont vivants, hein. Alors, il y a des formules pour avoir le nombre de varrois phorétiques, donc ceux qui sont à l'extérieur du couvain, pour 100 abeilles, je vous les marque, hein. Mais voilà, c'est 1,4 fois nombre de varrois divisé par 3. Là, c'est 1,4 fois 0,14 fois... Il y a un coefficient de correction, là. Je demande au pouvoir public, sortez-nous quelque chose d'efficace, de rapide, de précis et valable pour tout type de ruche pour savoir quel est notre taux d'infestation par essaim. Pour 100 abeilles, voilà, je m'en fous. Et je demande ça à Gerster, je demande ça à France Agrimaire, je demande ça à tout le monde là. Faites passer le message. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. On n'est pas foutu de savoir ce qu'il faut faire, on n'est pas foutu de compter correctement nos varrois. Et quand bien même on arrive à le faire avec un petit peu de précision, même si là j'ai raté mon coup à cause de la balance, putain on sait même pas quoi faire. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai 30, j'en ai 100, je sais pas quoi faire. Alors effectivement je sais qu'il faut que je traite, mais... quoi. Les seules infos que j'ai pu trouver sur internet c'est ça, printemps, il faut, les seuils acceptables. Il faut avoir 0,5 varrois. Alors déjà, il faut avoir un demi-varrois pour 100 abeilles. Non, mais ça veut dire que j'en ai un pour 200. Ok. Au cours de la saison, je laisse passer le machin. Putain, je suis fin vénère, en fait. Ça me fait chier, quoi. Au cours de la saison, voilà, seuil acceptable en dessous de 5. Bon. Fin août, au-dessus de 8 varrois traités. Fin août, au-dessus de 8 varrois traités. On est le 13 juillet, là. J'en ai 70. Et il faut, en octobre, que ce soit inférieur à 2.
Et ça me fait réfléchir depuis tout à l'heure que j'ai vu ça là. Inférieur à 2. Ça veut dire que pour 100 abeilles, j'ai 2 varrois. On sait que ma colonie, pour minimum passer l'hiver, il faut qu'elle ait 5000 abeilles. Ça fait combien de plus ça? Ça fait 50 fois plus? Ouais, c'est ça. Ça fait 50 fois plus que donc les 100 abeilles. 50 fois 100. 5000. Donc, 2 varrois, inférieur à 2 varrois, mais disons 2 varrois pour 100 abeilles. Pour 5000, ça fait 100 varrois. C'est trop. Pour moi, ce chiffre, il est faux. Octobre inférieur à 2, c'est faux. Pouvoir public, là. Le plan de l'apiculture durable, mes couilles, là. Putain, sortez-nous quelque chose de pratique. Et de savoir ce qu'on doit faire. Et avec un accès aux médicaments. Et que ça marche, quoi. Avec des taux d'efficacité à 99%, pas 70%. Après, on s'étonne. On se demande pourquoi les abeilles meurent. Mais c'est pas la peine. Elle est là, la réponse. Elle est là. C'est gavé de varrois. Voilà, tous les petits points rouges, là, qui traînent. À droite, à gauche, machin. C'est gavé de varrois. Non, mais... comptez ça dans vos ruches. Et réagissez en fonction, s'il vous plaît. Pour les abeilles, quoi. Pour les abeilles. Ciao les gens. Merci, pardon, l'épisode trop long. Chier.